L'histoire commence loin des vitrines dorées, loin des tapis rouges, loin du nom qui finira par briller sur des malles traversant les continents. Ici, tout est silence. Un village minuscule, perdu dans les forêts du Jura. Anché, 1821. Louis Vuitton naît dans une maison de pierre trop froide pour contenir des rêves. Il grandit entre l'odeur du bois fraîchement taillé par son père et celle du feutre que sa mère transforme en chapeau. Deux artisans, deux métiers nobles, mais fragiles. Chaque journée ressemble à un combat tranquille contre la pauvreté. Il regarde les gestes précis de son père, les mains délicates de sa mère. Il comprend que le travail peut être un langage, un art, une manière de tenir debout quand le monde vacille. Puis la vie frappe, sans prévenir. Sa mère meurt quand il a 10 ans. Une perte nette, sèche, comme une porte qu'on claque dans la nuit. Le foyer se fissure. Le père se remarie trop vite. Et la belle-mère transforme la maison en terrain d'ombre. Autorité, sévérité, froideur. Louis encaisse, silencieusement. Sa sensibilité devient une armure, ses rêves, un refuge. Plus les jours passent, plus ce village lui paraît minuscule, trop petit pour un cœur curieux, trop étroit pour un esprit qui cherche l'air. Il étouffe, il observe les chemins qui partent vers l'horizon, et il sent déjà qu'un jour il devra les suivre. Une enfance modeste, une enfance brisée, une enfance qui ne ressemble en rien à la grandeur qui l'attend. À 13 ans, l'enfant silencieux fait un choix que personne n'attend. Pas un caprice, pas un geste de rébellion, une rupture nette, presque irréversible. Il décide de partir, sans prévenir, sans se retourner, quitter cette maison devenue étrangère, quitter Anché et ses forêts trop serrées autour de lui, quitter une vie qui ne lui promet rien, sinon l'usure. Un matin, il ramasse quelques outils, un couteau, un petit marteau, deux objets dont il ignore encore qu'ils dessineront son destin. Puis il s'enfonce sur les chemins, seul, minuscule dans un paysage immense. Direction Paris, plus de 400 kilomètres, à pied. Ce n'est pas un voyage, c'est une épreuve. Les jours se succèdent en silence. La pluie s'abat sur ses vêtements trop fins. La neige lui mord les doigts. Le vent lui arrache le peu de chaleur qu'il essaie de conserver. Il dort où il peut, sous les ponts quand il en trouve un, dans les granges abandonnées des campagnes, parfois en pleine forêt, le dos posé contre un tronc, les yeux ouverts dans le noir. La faim devient une compagne obstinée. Certains jours, il ne mange rien. D'autres, il échange quelques heures de travail contre un quignon de pain. Il porte des sacs trop lourds pour son âge. Il balaie des cours, des étables, des ateliers. Il s'improvise garçon de ferme, coursier, aide improvisé, tout ce qui peut le maintenir en mouvement. Et malgré la fatigue qui écrase ses jambes trop jeunes, malgré les moments où le doute le serre comme une main glacée, une phrase revient. Toujours la même, courte, tenace, continue. Il n'a pas de carte, pas d'argent, seulement la volonté brute, celle qui ne négocie jamais. 2 ans. 2 ans à travers ces villages, forêts, plaines et routes cabossées. 2 ans où chaque jour construit une part de légende dans ce gamin déterminé. 2 ans pour transformer un enfant pauvre en jeune survivant. Puis un matin, au détour d'un chemin encore noyé de brume, les toits apparaissent. Immensité, fumée, mouvement, Paris. Il n'a rien, pas d'appui, pas d'adresse, sauf une conviction qui maintenant brûle dans ses yeux. Il est arrivé. Et ce simple fait, déjà, relève du prodige. Paris n'est pas une ville, c'est une arène. Un monstre vivant qui décide qui il avale et qui il élève. Pour Louis, c'est un choc. Le bruit, la foule, les carrioles qui s'entrechoquent, les rues où tout va trop vite. Mais au lieu d'être écrasé, il observe, il analyse, il comprend. Et un jour, les portes s'ouvrent, celle de l'atelier de Monsieur Maréchal, un nom respecté, un maître dans un métier rare, la fabrication de malles. Louis entre comme apprenti, timide, violenté par la vie. Mais ses mains, elles, savent déjà parler. Très vite, quelque chose attire l'attention. Son œil, sa précision, cette façon de comprendre la matière, de sentir le bois, de deviner la forme avant même de la découper. Maréchal croit d'abord à un coup de chance, puis il observe, chaque jour, chaque détail, et il réalise que ce gamin possède un talent brut, presque inquiétant. Louis travaille avec une rigueur qui surprend les anciens. Il ne se plaint jamais. Il coupe, il assemble, il ajuste, toujours avec une exactitude qui frôle l'obsession. Les clients le remarquent, des voyageurs, des marchands, des bourgeois exigeants. Puis un nom apparaît, un nom qui change tout, l'impératrice Eugénie.
Elle cherche quelqu'un capable de créer des coffres dignes de ses déplacements, de ses robes, de son rang. On lui parle du jeune artisan de chez Maréchal, de sa précision, de ses finitions irréprochables. Elle veut voir. Quand elle découvre son travail, elle ne voit pas seulement une malle, elle voit une promesse, une élégance neuve, une audace discrète. Elle le choisit. À partir de ce jour, Louis n'est plus un apprenti perdu dans la ville. Il devient l'artisan personnel de l'impératrice de France, et sa réputation explose. Dans les ateliers de Paris, on murmure son nom. Chez les nobles, on le demande. Dans les rues, on le respecte. L'enfant du Jura commence sa métamorphose. Pas encore une légende, pas encore un empire, mais la flamme vient de s'allumer. Paris s'emballe, les voyages se multiplient, les trains grondent, les bateaux traversent les mers. La haute société se déplace comme jamais, et veut le faire avec élégance. Louis observe tout, il comprend plus vite que les autres. Dans ce nouveau monde en mouvement, le bagage n'est plus seulement un objet, c'est une signature, un symbole, un prolongement de celui qui le porte. Alors il réfléchit, il esquisse, il imagine des formes plus pratiques, plus légères, plus intelligentes. Chaque jour, son obsession grandit. Il ne veut pas suivre l'époque, il veut la devancer. En 1854, il fait un geste que peu oseraient. Il quitte la sécurité, il quitte les ateliers où il est devenu indispensable. Il ouvre son propre espace, rue Neuve des Capucines, une petite boutique, discrète, mais une bombe prête à exploser. Louis ne copie personne, il invente, il casse les codes. Il présente une malle plate, rigoureusement géométrique, empilable, stable. Un choc pour l'époque où tout le monde ne jure que par les coffres bombés, lourds et impossibles à ranger. Les voyageurs comprennent immédiatement, les aristocrates aussi. Ce n'est plus un bagage, c'est un outil de liberté, une révolution silencieuse. La rumeur s'étend, les commandes affluent, la boutique devient un lieu où l'on vient chercher plus qu'un objet, on vient chercher le futur. Mais Louis ne s'arrête pas. Il veut la perfection, la vraie, celle qu'on ne peut pas forcer ni imiter. Il crée alors une serrure nouvelle, ingénieuse, pratiquement inviolable, un mécanisme si précis qu'il est encore utilisé aujourd'hui. Une promesse gravée dans le métal, sécurité, excellence, confiance. La haute société européenne adopte son nom. Les voyageurs prestigieux se fient à lui. Les familles nobles s'offrent ses créations comme on s'offre un trésor. La maison Louis Vuitton vient de naître. Et déjà, elle impose son règne. La légende avance, puis s'arrête. 1892. Louis meurt, sans vacarme, sans mise en scène. Juste un silence lourd, celui qui suit le départ d'un homme qui a tout construit à la force de ses mains. La maison qu'il laisse derrière lui n'est plus une boutique, c'est un nom, un repère, une promesse de qualité ancrée dans l'esprit de toute une époque. Et c'est son fils, Georges, qui reçoit cet héritage, pas comme un poids, comme un devoir, un flambeau qu'il doit porter plus haut encore. Georges a observé son père toute sa vie, ses gestes, ses obsessions, son exigence presque douloureuse. Alors il reprend la barre avec une maîtrise qui surprend même les plus sceptiques. Mais le monde change, la renommée attire les convoitises, les imitateurs se multiplient, les contrefaçons apparaissent dans l'ombre, menaçantes. Georges refuse de laisser l'œuvre de son père être défigurée. Il réfléchit, longtemps, puis il dessine, une signature visuelle, unique, immédiate. Le monogramme naît, un motif composé de fleurs stylisées, d'étoiles, et surtout, des initiales que personne n'osait toucher, L et V, entrelacées, indissociables, inimitables. Ce symbole devient un rempart contre les copies, mais surtout un emblème, une marque de reconnaissance dans les gares, sur les quais, dans les paquebots qui traversent l'Atlantique. Un langage silencieux que le monde entier apprend à lire, luxe, élégance, maîtrise. Grâce à Georges, l'œuvre de Louis ne survit pas. Elle s'élève, elle se grave dans l'histoire. Le nom Vuitton arrête d'appartenir à une famille pour appartenir au monde. Le XXe siècle s'ouvre comme une porte immense. Le monde s'accélère, les villes montent, les continents se rapprochent, les frontières semblent moins solides qu'avant. Et au milieu de ce chaos moderne, le nom Vuitton continue d'avancer. Georges, désormais seul maître à bord, ne s'arrête plus. Il ne veut pas seulement protéger l'héritage, il veut l'étendre, l'emmener là où son père n'aurait peut-être jamais imaginé pouvoir aller. Les boutiques apparaissent d'abord en Europe. Londres, une adresse prestigieuse fréquentée par l'aristocratie britannique. Puis New York, dans cette ville verticale où chaque rêve semble possible. Enfin Tokyo, porte d'un monde lointain raffiné, avec lequel Louis Vuitton tisse un lien qui durera des décennies.
La maison ne fabrique plus seulement des mâles, elle évolue, elle s'adapte, elle respire au rythme des époques. La bagagerie mène à la maroquinerie. La maroquinerie ouvre la voie aux accessoires, puis à la joaillerie, à l'horlogerie, et un jour à la haute couture. Chaque nouvelle discipline ajoute une pierre à un édifice devenu monumental. Mais Georges, puis les générations qui suivront, comprennent une vérité essentielle. Pour rester vivant, il faut oser. Alors la maison s'allie à des artistes qui ne ressemblent à personne. Takashi Murakami et ses couleurs explosives, Stephen Spruce et ses graffitis qui bousculent les codes, Yayoi Kusama et son univers hypnotique, saturé de poids, Jeff Koons et son approche provocatrice, et bien plus tard, un souffle nouveau, un choc culturel, Virgil Abloh, dont la vision réconcilie street culture et luxe absolu. Chaque collaboration devient un événement, une onde de choc, une façon de dire au monde « La tradition est solide, mais elle ne nous enfermera jamais. Louis Vuitton ne suit pas les tendances, il les crée, il les détourne, il les impose, et le nom s'étend, sur les avenues, dans les aéroports, sur les tapis rouges, dans l'imaginaire collectif, d'un atelier minuscule du 19e siècle, à un empire moderne, mouvant, vivant. Le temps passe, mais certaines histoires refusent de s'éteindre. Louis Vuitton en fait partie. Une maison née dans un atelier de bois, devenue un empire qui façonne l'imaginaire du luxe mondial. 1997 marque un nouveau séisme. Un créateur arrive, différent, visionnaire, impossible à ignorer. Marc Jacobs. Avec lui, la maison prend un virage brutal, assumé, presque insolent. La haute couture entre dans son ADN. Les défilés deviennent des spectacles, des mondes parallèles où l'audace tutoie la tradition. Il mélange les genres, bouscule les codes, ouvre les portes d'une nouvelle ère. Les jeunes générations s'approprient le nom. Les défilés internationaux lui réservent les premières rangées. La maison ne suit plus la mode. Elle la redéfinit. Elle impose une vision, un rythme, un langage. Et pendant que les collections s'enchaînent, le cœur de l'histoire reste intact. Celui d'un garçon qui a tout traversé. Les routes glacées, la faim, la solitude, la pauvreté, pour atteindre une ville immense et y sculpter son destin. Son héritage vit toujours, dans chaque malle, dans chaque motif, dans chaque création qui porte ces deux initiales devenues indissociables. LV, un symbole universel, un témoin silencieux de l'incroyable ascension d'un enfant du Jura. Abonne-toi pour plus d'histoires inspirantes sur notre chaîne.